Bonjour à toutes et à tous. Comment l'innovation peut-elle aider les établissements hospitaliers à répondre aux tensions auxquelles ils font face aujourd'hui? C'est la question que nous allons aborder dans cette table ronde avec nos trois invités. Maxime Renaud, directeur général adjoint Hublot, Vincent Nicolas Delpech, directeur général du CHU de Bordeaux, et Albert Reynaud de H Company. Bonjour à tous les trois et bienvenue sur le plateau de la French Care. Je le disais, les hôpitaux sont confrontés à plusieurs points de rupture. On va les identifier et face à ces tensions, l'innovation peut être une solution pour mieux organiser les ressources et sans être une solution miracle, elle peut répondre à ces tensions. C'est ce qu'on va voir ensemble. Vincent Nicolas Delpech, du coup, je me tourne vers vous pour effectivement identifier ces tensions et puis peut-être ces points de rupture que connaît aujourd'hui l'hôpital en France. Oui, les points de tension de l'hôpital et notamment de l'hôpital public, ce sont les points de tension du système de santé plus globalement. Il y a d'abord un premier point de tension qui sont les ressources. Et nous avons eu et connu une crise des ressources humaines, mais nous avons toujours une tension sur l'optimisation de l'utilisation des ressources. Ça, c'est la première grande tension. La deuxième, elle concerne nos organisations internes, nos process internes et comment on peut améliorer l'organisation générale, certes de l'hôpital, mais plus globalement de l'hôpital et de ses interfaces avec les autres acteurs de santé du territoire, notamment. Et puis la troisième tension, qui est presque une rupture, ce sont les ruptures territoriales. Il y a des endroits, et moi je vis ça à Bordeaux, en Gironde, qui est pourtant un département extrêmement privilégié. Eh bien, en Gironde, il y a des zones où il y a des ruptures d'offres de soins. Et comment l'innovation peut nous aider à surmonter ces ruptures-là territoriales? Ça, c'est un enjeu majeur. Merci pour avoir posé ce cadre. Et du coup, je vais prendre la première des tensions dont vous avez parlé, qui est cet aspect humain des ressources, avec cette idée de comment les optimiser. Maxime Renaud, justement, qu'est-ce que vous observez, vous, comme tension RH et comment un outil comme Hublot peut aider à solutionner cette tension Oui, je vais appuyer les constats qui viennent d'être faits, puisque c'est ce qu'on constate au quotidien chez Hublot. On accompagne aujourd'hui 6000 établissements de santé, que ce soit autant sanitaires que médico-sociaux, hôpitaux, cliniques, EHPAD et autres structures médico-sociales dans toute la France, et d'une plateforme RH qui permet de mieux recruter, organiser, fidéliser. En fait, ce qu'on constate, notamment si on regarde l'année 2025, on a vu transiter plus de 10 millions de missions de remplacement sur l'année sur notre plateforme. Lorsqu'on regarde l'ensemble de ces missions de remplacement à l'échelle nationale, 65% d'entre elles ont été pourvues. Donc lorsqu'on regarde ce chiffre, on peut effectivement parler de tension hospitalière. Et lorsqu'on creuse avec plus de détails la réalité en fait de cette tension, on observe effectivement de fortes disparités territoriales, M. Delpech le disait, des disparités aussi sectorielles, avec des disparités entre le secteur privé, public ou non lucratif, mais aussi entre le sanitaire et le médico-social. Le médico-social souffrant fortement et surtout de tensions qui s'aggravent, et des disparités selon les métiers. Là où la situation a toujours été tendue, et on le sait, sur le métier d'infirmier, elle est plus contenue sur le métier d'aide-soignant. En revanche, en tendance, lorsqu'on regarde l'évolution de nos missions de remplacement entre 2024 et 2025, on a une aggravation de la tension significative sur le métier d'aide-soignant, ce qui ne présage pas de beaux jours sur ce métier. Et donc, c'est effectivement un enjeu qu'on perçoit au quotidien en équipant des établissements de santé. Et on se rend compte qu'en outillant, M. Delpech parlait des sujets organisationnels, qu'en outillant, en fait, on peut déjà objectiver cette tension, on peut la mesurer, mais on peut aussi apporter pas à pas un peu plus de sérénité au quotidien pour les équipes administratives, pour assurer la continuité des soins, d'une part, et d'autre part, c'est un enjeu fondamental dans un marché pénurique, c'est de répondre aux aspirations individuelles des soignants. Puisqu'en fait, si on veut les maintenir dans la durée, il faut qu'on sache répondre à des besoins et à des évolutions aussi qui sont parfois sociétales, en matière d'autonomie, en matière de formation, de diversité d'exercices qui sont aujourd'hui attendus de la part des professionnels.
Albert Reynaud, je me tourne maintenant vers vous. Un mot de H Company et puis à quelle tension finalement vous allez pouvoir apporter une solution ou en tout cas répondre. Oui, bien sûr. H Company, peut-être en quelques mots, on est, nous, une entreprise française. On s'est créé il y a 2 ans. Initialement, on était un laboratoire de recherche avec des anciens chercheurs de DeepMind et de Meta, etc. Ils ont levé beaucoup d'argent pour créer un modèle, leur modèle à eux, et construire une plateforme qu'on appelle Agentic. Alors, juste pour clarification, on distingue l'agentique, l'IA agentique, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde-là de l'intelligence artificielle. On se distingue dans le domaine de la santé, de tout ce qui touche à l'imagerie, où il y a beaucoup de choses qui se passent, mais aussi des LLM qui vont aller structurer l'information. Modèle de langage. Exactement. Ouais. On va, nous, se focaliser sur l'automatisation des process opérationnels avec des actions à la clé. Et c'est d'autant plus important que, effectivement, comme on le soulignait juste avant, il y a énormément d'actions, de process, de workflow qu'il faut pouvoir automatiser dans le domaine de la santé. Nous, ce qu'on constate, et je pense que vous êtes mieux placé pour le savoir, c'est qu'il y a un réel, quand on regarde le temps médical dédié par les soignants, ils passent énormément de temps sur les tâches administratives. Ils utilisent dans un hôpital entre 20 et 40 logiciels différents, ce qui est extrêmement chronophage. Et donc, en ce qui nous concerne, on va avoir 2 casquettes ou 2 spécificités dans le domaine de l'agentique. La première, c'est le computer use. Le computer use, c'est une capacité qu'auront les agents à aller se connecter dans des interfaces graphiques sans pour autant avoir besoin de se connecter à des API et donc réellement effectuer des tâches exactement comme pourraient faire les êtres humains. Et le deuxième élément qui nous caractérise, c'est qu'on est souverain. On est une entreprise française avec l'hébergement en Europe, avec des certifications qui nécessaires. Donc voilà un petit peu pour H. Et lorsqu'on parle de tension, nous, on parle avec énormément d'acteurs du domaine de la santé et on a pu, nous, structurer notre approche autour de 3 typologies de fonctions opérationnelles. Le premier, c'est évidemment l'aide aux soignants, surtout ce qui touche au parcours de soins, la préadmission. On voit les soignants qui vont chercher les cartes vitales, aller se connecter sur l'assurance maladie, etc. Donc ça, c'est une première catégorie. Deuxième catégorie, c'est tout ce qui touche à la gestion des fournisseurs, procurement. Pareil, vous avez énormément de différents fournisseurs, j'imagine. Et donc, il faut savoir les onboarder sur votre plateforme ERP. Il faut savoir les gérer les factures, etc. Et dernier élément, ce sont les soignants en tant que tels, volet plus RH, où pareil, il faut pouvoir gérer les intérims, gérer les remplacements, gérer l'admission de ces nouveaux soignants. Donc voilà un petit peu sur quoi on se concentre. Merci pour cette présentation. Et puis, j'ai envie de vous faire réagir, Vincent-Nicolas Delpech. Quand vous entendez cette présentation de Hublot, de H, finalement, est-ce que vous y voyez une solution très concrète aux tensions que vous nous avez présentées? Est-ce que finalement, l'IA peut y répondre? Ah bah oui, assurément. D'ailleurs, j'ai, dans des fonctions précédentes, utilisé Hublot dans plusieurs de mes hôpitaux. Donc, oui, évidemment, on a besoin. On a besoin pourquoi? Parce que dès lors que vous facilitez l'organisation du temps de travail des cadres de santé, vous redonnez à ces cadres, qui sont des piliers de l'organisation générale de l'hôpital, du temps pour revenir au cœur de leur métier, qui n'est pas de faire des plannings, qui n'est pas de trouver des missions de remplacement. Donc, il y a ce temps soignant et ce temps de responsable des soins qui doit être libéré impérativement. Donc, ces solutions-là, elles nous aident. Mais il y a d'autres processus. Vous évoquiez, monsieur, les fournisseurs, mais le processus des appels d'offres mobilise un nombre considérable d'ETP. Et donc, l'IA plus l'aide, d'autres aides comme celles que vous préconisez, seront des facteurs de libération du temps, qui est du temps de professionnels hospitaliers, et qui est l'une des clés de l'optimisation de l'organisation demain des hôpitaux. Et on a aussi d'autres éléments, mais on y reviendra tout à l'heure, sur de l'organisation du système de santé. Et ça, c'est un autre sujet. Mais déjà, sur ces 2 exemples-là, moi, je vois très bien, d'ores et déjà, des applications très concrètes. Et sur la rupture territoriale dont vous parliez aussi, est-ce que là aussi, il peut y avoir une amélioration, notamment sur l'accès, l'égalité d'accès aux soins? Est-ce que ça peut le renforcer, ce genre d'outil?
Alors là, je pense que c'est l'un des sujets des 5 prochaines années. Il y a plusieurs constats. C'est-à-dire que il y a d'abord une pénurie de ressources humaines médicales dans certaines zones territoriales. Et puis, il y a la réalité qui se dessine, c'est-à-dire que l'hôpital, dans les 10 prochaines années, va être un hôpital hors des murs, avec du suivi de la population hors ces murs. Les maladies chroniques et le vieillissement va nécessiter, non pas de l'hospitalisation, on va tous mourir sinon, compte tenu de la trajectoire des dépenses de santé. Il faudra organiser différemment le suivi des maladies chroniques, le suivi du vieillissement de la population. Et ce suivi-là, il se fera à domicile. Pour faire du suivi correct à domicile, il va falloir des applications numériques. Il va falloir de l'intelligence artificielle qui va permettre un télésuivi et une intervention, une anticipation, une prédiction qui sera nécessaire. Autre exemple très concret, dès lors que vous n'avez pas de médecin sur un territoire, vous pouvez quand même avoir d'autres professionnels de santé, infirmiers, pharmaciens, qui peuvent utiliser des équipements. À Bordeaux, on a Deski, une start-up qui émane du CHU, qui a créé une application qui permet de faire, par n'importe quel professionnel de santé, des échos cardiaques. Mais dès lors que vous pouvez faire par n'importe quel professionnel de santé des échos cardiaques, vous facilitez et vous augmentez la couverture en soins et en surveillance de la population. Ce sont des exemples très, très concrets, mais qui dessineront, à mon avis, le système de santé de demain. Tout à fait. Et pour compléter ce tableau, Maxime Renaud, vous parliez tout à l'heure de disparité. Votre solution permet de répondre à toutes ces disparités très concrètement? En fait, nous, ce qu'on voit, c'est que quand on dote un établissement de santé d'une solution digitale qui permet véritablement de répondre à des enjeux du quotidien et qui le fait de la bonne manière, c'est-à-dire avec les bonnes notions d'expérience utilisateur, que ça s'intègre vraiment dans les pratiques, on devient en fait un levier d'attractivité pour les établissements de santé. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a pu percevoir sur le volet des disparités. Lorsqu'on parle de disparités territoriales, on a beaucoup d'établissements de santé qui vont être dans des zones périurbaines avec une difficulté typiquement parfois de moyens de transport, parce que le sujet des transports est fondamental pour les soignants et un vrai levier d'attractivité. En fait, les établissements de santé sont eux-mêmes peu attractifs, arrivent peu à attirer. Et si en plus de ça, ils sont peu outillés, ils le sont d'autant moins, puisqu'ils proposent un cadre au quotidien qui n'est pas épanouissant pour les professionnels qui y travaillent. Et donc, les outils et la manière dont on équipe les établissements de santé sont un vrai vecteur en fait d'attractivité. Et nous, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a des soignants qui vont poser la question aux établissements dans lesquels ils postulent des outils de gestion qu'ils utilisent au quotidien, qu'il s'agisse de l'outil de planification ou de gestion des remplacements. Parce que c'est à la fois gage d'un cadre de travail qui est satisfaisant, qui est épanouissant, et c'est aussi gage d'un respect du temps personnel. Puisque, en fait, avant d'être outillé d'un outil de gestion des remplacements, par exemple, si on ne l'est pas, on va être dérangé sur son temps libre par un appel téléphonique qui est intrusif. Et donc aussi, c'est une façon de remettre le professionnel au centre de l'équation, de travailler sur les sujets de qualité de vie au travail, que d'outiller l'établissement de santé pour finalement, l'enjeu, il est le même pour tous, c'est de compléter les équipes et de les garder fidélisées sur du long terme. Être un levier d'attractivité, c'est un des critères pour arriver à faire adopter sa solution par un CHU, par une institution hospitalière? Oui, effectivement, et faire comprendre aux soignants qu'ils vont pouvoir se reconcentrer sur leur métier initial qui est humain et en relation avec les patients, et non pas dédier 40%, parce que c'est les chiffres qu'on entend, 40% de leur temps sur des tâches administratives. Mais c'est vrai que c'est encore dur. C'est encore dur, ce passage, cette adoption, elle est compliquée, notamment dans le domaine de l'IA, où il y a un vrai enjeu autour de l'accompagnement en changement, arriver à lever tous les verrous encore qui sont présents d'adoption, qui soient techniques, qui soient de souveraineté, qui soient d'adoption, etc., etc. Et c'est de mon point de vue, au-delà de la technologie, le plus gros enjeu aujourd'hui. Ces freins que vous venez d'identifier, comment quelque part vous les levez quand vous allez chercher des innovations pour les intégrer au CHU de Bordeaux? Il y a un premier frein qui vient peut-être de l'état d'esprit de la gouvernance. Il faut une gouvernance qui veuille prendre quelques risques. Vous avez prononcé le mot de risque.
Il y a beaucoup d'offres et il faut savoir choisir. Exactement. Et on ne choisit pas toujours le bon. Donc il faut essayer. Voilà. Mais il faut essayer. Donc ça, c'est la première condition. Puis la deuxième condition, notamment sur l'IA, c'est qu'il faut se structurer, c'est-à-dire en interne. Il faut une gouvernance. Il faut prioriser ce sur quoi on veut déployer l'IA. Il faut des processus de suivi. Il faut des processus d'évaluation. Il faut un processus de formation. Parce que les médecins, OK, ils sont déjà mis dans l'IA, etc. Mais il y a 280 métiers à l'hôpital. Et l'acculturation de l'ensemble des métiers, elle passe d'abord par la formation. Et donc ça, je pense que c'est un effort considérable que nous devons mener. Comme nous devons d'ailleurs le mener en lien avec la faculté pour la formation des jeunes médecins. Donc ça, je pense que c'est un point clé. Voilà. Et puis après, il y a sur l'IA plus globalement des enjeux de choix, de vérification de la souveraineté. On y est tous très attentifs, évidemment, et de structuration de la donnée qui, au sein de l'hôpital, devient l'une des clés de demain. Parce que sans structuration de la donnée, on n'y arrive pas, quoi. Bien évidemment. Pour reprendre ce que vous venez de dire et les développer peut-être sur l'évaluation, Maxime Renaud, comment est-ce qu'on va chercher des indicateurs qui permettent de mesurer l'impact d'un outil RH numérique comme le vôtre? Oui, en fait, on parlait à l'instant de données. Je dirais que déjà, c'est le point de départ, d'avoir de la bonne donnée. Donc, de la bonne donnée, c'est quoi? C'est une donnée qui est entrée au quotidien dans le logiciel. Pour qu'elle soit entrée au quotidien, il faut que le logiciel soit vraiment inculqué dans les pratiques du quotidien, dans l'exercice. Parce que trop souvent, on a vu des logiciels qui ne sont pas adaptés en fait au quotidien, et donc on les remplit à la fin du mois pour avoir les bons dashboards pour le contrôleur de gestion. Sauf qu'en fait, on n'a pas ces données en temps réel qui vont servir les professionnels au quotidien. Donc le premier point, c'est permettre la saisie de la donnée. Ensuite, pour avoir de la donnée de qualité, avoir les bons process qui permettent de la saisir, et ensuite utiliser cette donnée et l'interpréter. Pour l'interpréter, c'est mettre à disposition des tableaux de bord qui vont servir d'outils de pilotage au quotidien pour les équipes encadrantes. Et lorsqu'on parle de tension RH, on va regarder les motifs de remplacement, les raisons pour lesquelles on va solliciter un remplacement en externe, les taux de mission pourvus. Le taux de mission pourvue est une donnée fondamentale, puisqu'elle est un indicateur de la capacité à maintenir la continuité des soins d'une part. Elle est un indicateur de fatigue des équipes, puisque des équipes complètes sont des équipes moins fatiguées. Et elle est un indicateur, comme je mentionnais avant, d'attractivité de l'établissement. Donc le taux de mission pourvue est clé. Et ensuite, on va regarder quels ont été les moyens utilisés pour pourvoir ces missions. Usage des heures supplémentaires, avec un usage en interne des équipes. Est-ce qu'on a réussi à décloisonner l'usage des heures supplémentaires en dehors de son propre service, en allant mobiliser des agents en dehors du service initialement concerné, et donc aussi contribuer à la pluridisciplinarité dans l'hôpital? Est-ce qu'on a sollicité du personnel externe, et notamment des vacataires, ou est-ce qu'on continue de faire appel par des fois à des agences d'intérim? Et donc, l'ensemble de ces indicateurs, en fait, permettent à la fois un pilotage opérationnel au quotidien pour s'assurer du bon fonctionnement de l'hôpital dans les bonnes conditions, mais aussi à la fin, et ce qui compte dans un monde où l'efficience de l'hôpital est clé, au bon pilotage budgétaire. Et je pense que c'est l'ensemble de ces données prises au quotidien et mutualisées au sein d'une plateforme qui permet, en fait, de prendre les bonnes décisions ensuite. Et donc, une évaluation qui est intéressante. Et vous avez aussi soulevé le frein de la formation. Et là, je me retourne vers vous, Albert Reynaud, pour comment on évite finalement qu'une solution IA soit perçue comme une technologie qui soit imposée ou qui soit une contrainte supplémentaire par les équipes? Effectivement, le sujet de la formation, dans le prolongement de ce qui a été dit précédemment, moi, je parlais avec un acteur hospitalier qui nous disait, nous, on fonctionne en 3-8, on a des équipes, on a 3 équipes différentes en 24 heures, et donc s'il faut que je forme une équipe, en fait, il faut que j'en forme 3 par... et ils n'ont pas forcément les mêmes plannings en fonction des semaines, etc. C'est un vrai casse-tête pour arriver à diffuser finalement ces nouveaux process au sein des équipes opérationnelles. Après ça, nous, effectivement, notre meilleur argument, j'ai envie de dire, c'est qu'une fois intégrés ces process
agentique, on est capable de très rapidement soulager jusqu'à un facteur 3, 4, 10 le temps passé sur des tâches administratives que les soignants ne veulent pas faire. Et donc ça, c'est le meilleur argument qu'on peut avoir, c'est-à-dire vraiment, vous passiez auparavant tout ce temps à aller déclarer sur la mutuelle, sur la plateforme d'assurance maladie, le codage des actes, etc. Eh bien, demain, vous passerez jusqu'à 10 fois moins de temps à faire tout ça. Aussi, leur montrer qu'on n'est pas un énième outil lorsqu'il s'agit de l'automatisation des workflows. En tout cas, chez H, on va nous s'intégrer dans l'existant. On va utiliser des outils qui sont déjà en place. On va se greffer à ces outils pour aller automatiser, aller chercher des informations de part et d'autre et aller exécuter des actions. Et donc leur montrer qu'on ne va pas être un énième outil parce qu'ils en ont ras la casquette de tous ces outils supplémentaires qu'il faut s'approprier, qui souvent ne marchent pas, qu'il faut actualiser, etc. Et donc après ça, évidemment, il y a un travail de co-construction, mais qui est long, pour que les gens se l'approprient, pour que les personnels sur le terrain se l'approprient, et pas le sentiment aussi, évidemment, pour conclure, qu'on va remplacer. On n'est pas là pour prendre des décisions, on est là pour le soulager énormément de tâches qu'ils réalisent, quoi. Co-construction, et puis vous avez commencé à en parler, j'aimerais bien qu'on y revienne, de solutions qui émanent aussi en interne du CHU, et là vous êtes carrément acteur en tant qu'hôpitaux de solutions innovantes. Oui, ça, je crois beaucoup à ça. L'amélioration, par exemple, de l'organisation du métier soignant. Là encore, c'est en faisant avec les professionnels que l'on identifie le mieux leurs besoins. Et on a avec Synapse, qui est une start-up aussi, émanant du CHU de Bordeaux, il faut bien que je donne des cas concrets, émanant de Bordeaux, défini avec MedGPT, une intelligence artificielle générative, au service des soignants. Et ça, je crois que le secret de la réussite, c'est que ça a été défini, construit, amélioré par les soignants qui ont participé à cette construction-là, de cette IA. Vous voyez, je crois que plus on est au cœur des équipes, plus on répond. Et je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez abordé sur l'attractivité. Moi, je suis absolument convaincu que si on fait un parallèle un peu hâtif, comme désormais les chirurgiens ne vont que dans des hôpitaux où il y a de la robotique chirurgicale, je crois que demain, les professionnels, quels qu'ils soient, et je trouve très intéressant votre approche, non pas uniquement soignante, mais tout métier, que les gens et les futurs professionnels iront d'autant plus dans un établissement qui a déployé des applicatifs, de l'IA fléchée, des solutions numériques pour faciliter leur travail, et qu'ils délaisseront les hôpitaux qui sont restés au bord du chemin. Et donc, ça va aggraver la troisième rupture territoriale dont vous parliez. Oui, mais tout le monde peut s'y mettre. Oui. Il y a les solutions. Ok. Peut-être pour dresser des perspectives pour conclure cette table ronde, puisqu'on arrive dans les dernières minutes, est-ce que tout cela ne génère pas aussi des nouveaux métiers, et quelles peuvent être les priorités à donner pour que on puisse, avec ces innovations, répondre aux différentes tensions hospitalières qu'on a évoquées dans cette table ronde? Vous voulez commencer, Maxime Renaud? Peut-être ça me fait réagir, puisque moi, je pense que la mise en place de nos solutions dans les hôpitaux, les EHPAD, les cliniques, au-delà de créer des nouveaux métiers, vont préserver les métiers existants et préserver les vocations pour lesquelles les soignants s'y sont engagés. Pourquoi? Puisqu'on enlève tout simplement une part du métier pour lesquelles ils n'avaient pas signé. Et on parle des contraintes administratives, on parle de l'usage d'outils qui n'ont pas été pensés pour eux au quotidien. Parce qu'en fait, ce qu'on fait finalement, c'est simplifier le quotidien, le fluidifier, apporter plus de sérénité pour que le temps, au lieu qu'il soit passé à remplir un logiciel ou pire, un fichier Excel ou des papiers affichés au mur, qu'il soit passé en fait du temps qualitatif avec des autres personnes de l'équipe soignante et au final au chevet du patient. Et donc, moi, je pense qu'il y a effectivement des nouveaux métiers qui se créent dans nos organisations, dans certaines fonctions, mais si on parle vraiment du soin, certainement une évolution des métiers, mais nous, on prend vraiment pour un recentrage vers en fait la vocation initiale qui a porté vers ces métiers, et in fine, ces outils permettent de les préserver.
Nouveau métier ou vocation première initiale? Je peux que abonder dans son sens et en ajoutant qu'effectivement, ce travail de transformation que toute cette industrie est amenée à faire, il demande beaucoup d'énergie, des politiques très volontaristes et ça demande des ressources aussi, évidemment. Et si certains hôpitaux peut-être ne feront pas la transition aussi vite, c'est parce qu'elles n'auront pas dédié ces ressources. Et en l'occurrence, ce sont des ressources peut-être plus techniques, avec des informaticiens, avec des personnes qui savent retranscrire les process métiers qui sont ancrés dans ces organisations, dans des process agentiques, en l'occurrence pour nous, mais qui sauront faire cette passerelle-là. Et là où peut-être qu'il y en avait quelques-uns auparavant, je pense que ce seront des équipes qui seront amenées à se structurer pour aller soulager le reste des équipes soignants sur leur destinée première. Vous parliez de politique volontariste et j'ai envie de vous demander votre vision pour les prochaines années. Et vous parliez de risque tout à l'heure et voilà, j'ai envie de vous entendre sur cet aspect. Je crois vraiment que le système de santé est un moment clé où soit on se met tous à réfléchir vraiment à la réorganisation du système, ou bien il va s'écrouler. Parce que, une fois de plus, supporter l'augmentation mécanique des dépenses de santé telles qu'elles se profilent n'est pas possible. On peut raconter ce qu'on veut, hein, ce n'est pas possible. Donc, soit on se met autour de la table et on réfléchit sérieusement aux évolutions nécessaires du système et on le sauvera. Et quand je dis tous ensemble, c'est-à-dire hospitaliers, médecine de ville, acteurs de santé de la ville. Vous parliez de l'écosystème complet, effectivement. Infirmiers, pharmaciens, là, et industriels ou start-up du numérique et de l'IA. Parce que c'est là que se trouvera, à mon avis, où se trouveront les solutions et les pistes de résolution des défis qui sont devant nous. Et une fois de plus, les défis qui sont devant nous, on les connaît. Hein. Vieillissement de la population, explosion des maladies chroniques, etc., etc. Bon, bref, je crois que nous devons, là, désormais, et peut-être profiter aussi des mois de campagne qui s'ouvrent, même si le sujet de la santé est un sujet extrêmement complexe, dont les politiques ne s'emparent pas toujours, parce que trop complexe. Là, nous avons une responsabilité, nous professionnels, vous partenaires du monde de la santé, pour réfléchir sérieusement à des pistes de soutenabilité. Merci pour ce mot de la fin. Merci à tous les trois messieurs pour votre participation à cette table ronde sur l'innovation qui peut répondre donc aux différentes tensions hospitalières qu'on vient d'évoquer. Merci.